Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Maud Lamont, avec qui nous allons parler du sujet, le copywriting féministe. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage à Geneviève Gauvin, la fondatrice du bundle Catching. C'est grâce à son séminaire, le Gala Elevate, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour, et particulièrement aussi grâce à Alexandra Martel, une de ses invitées, qui nous a mis en relation. Du coup, Maud, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Allô, moi c'est Maud Lamont, je suis stratège et copywriter. Je commence maintenant par stratège parce que c'est le plus grand chapeau dans le fond duquel découle le copywriting après, qui est dans le fond la rédaction persuasive. Et surtout, j'aime dire que je suis copywriter féministe, que je fais du marketing éthique. Donc, dans mes pratiques, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de reconnecter avec nos intentions et avec nos valeurs au lieu de juste suivre des pratiques marketing. Souvent, je trouve que stratégie, on va dire que tu fais étape A, étape B, étape C, mais en gros, les stratégies, on doit ancrer ça dans notre intention. Fait que c'est ce que j'aide mes clientes à accomplir. Trop bien, merci pour cette présentation. Et du coup, ce que j'aime bien faire en début de chaque épisode de Matrimoine Féministe, c'est définir un peu les termes clés pour que tout le monde parte avec le même niveau de connaissance. Et du coup, là, je te demanderai de définir ça veut dire quoi être copywriting féministe. Ben, pour moi, la différence, en fait, si on prend d'abord le mot copywriting, le copywriting, c'est à la base, ça vient de quand on rédigeait des publicités. Dans le temps où on faisait du marketing par courrier, pas par courriel, par courrier. Donc, quand on envoyait des petits pamphlets, des petits dépliants avec des publicités pour acheter je sais pas quel nouveau produit ou nouvel aspirateur. Et de ça est venu vraiment toutes les stratégies qu'on a en économie comportementale pour se permettre de vendre. Donc, c'est oui l'écriture pour vendre, mais c'est l'écriture qui est, dans le fond, qui est utilisée pour mettre en avant nos produits, mais aussi pour mieux parler avec l'audience. Donc, vraiment au niveau psychologique, économie comportementale, c'est ça aussi là, que ça inclut. Féministe, c'est qu'on s'éloigne des pratiques plus toxiques qui sont souvent associées avec... moi, je vois vraiment une différence entre les pratiques comme plus patriarcales en marketing, où on est dans du marketing qui est vraiment plus dans la pression, qui est axé sur la performance, qui est axé sur la coercition un peu aussi, parce qu'en fin de compte, on essaie de dominer l'autre personne jusqu'à ce qu'elle dise oui. En copywriting féministe, on enlève une grosse couche dans nos actions, puis on va vers des pratiques qui sont plus en connexion à l'autre. Puis c'est beaucoup ça qu'on remarque dans les systèmes qui sont matriarcaux. Un système matriarcal versus un système patriarcal, ça va être aussi ça, c'est l'exercice du pouvoir versus le travail ensemble. Donc, c'est le même principe qui s'applique en copywriting. Ok, merci pour ces précisions. Et je sais pas pourquoi, quand tu me parles de marketing patriarcal, ça me fait directement penser tout au Gala Elevate. Là, on s'est rencontrés avec Thomas Burbidge, je suis pas très sûre de la prononciation, mais en fait, il avait fait, justement dans le bundle catching, il avait fait une formation sur la prospection consentie. Et j'avais trouvé cette approche vraiment incroyable, révolutionnaire presque, parce qu'on en parle très très peu de prospection consentie. C'est vrai que l'image du commercial qu'on a, c'est le commercial qui passe des appels et qui te harcèle un peu de messages alors que t'as pas envie, il t'harcèle de mails alors que t'es pas du tout la bonne personne. Alors que cette approche de Thomas, je la trouvais assez dingue. Et du coup, j'ai l'impression que ce copywriting féministe, il est très complémentaire avec une prospection commerciale consentie. Oui, parce qu'au final, tu sais, on parle de copywriting, puis souvent, on va penser aux pages de vente, on va penser aux publicités qu'on peut rédiger, mais le copywriting, il s'insère même dans les courriels qu'on écrit à des clients, puis ça peut être aussi dans la façon qu'on prospecte. Tu sais, Thomas, je sais qu'il parlait beaucoup au niveau du consentement, puis il y a aussi la notion de comment est-ce que je laisse la place à l'autre de me parler de ses besoins, puis comment est-ce que mon approche est plus axée vers les besoins d'autres personnes plutôt que j'ai vraiment une idée révolutionnaire ou j'ai un produit révolutionnaire. Il faut absolument que tu achètes ça avant
telle date, sinon le prix triple. Puis, tu sais, on les voit, là, il y a là, c'est caricatural, mais c'est juste que souvent, on est pris dans, OK, là, je veux vendre. Oui, évidemment, on veut vivre de nos activités, mais je veux pas non plus me sentir dégueu dans comment je vends. Tu sais, je veux pas avoir l'impression de mettre de la pression. Souvent aussi, on l'a ressenti, cette pression-là extérieure, dans d'autres actions quand nous, on était le client. Fait qu'avec le copywriting féministe, c'est juste d'aller revenir à une approche qui est plus humaine, qui est plus dans l'échange, puis qui permet de ne pas se sentir comme si on essayait de forcer quelqu'un à acheter de nous, mais d'être dans l'échange, dans la relation. Oui, ce que je comprends avec ce que tu dis et c'est très important. En fait, on connecte 2 êtres humains et il y en a un qui va chercher à aider à l'autre, l'accompagner, comprendre ses besoins et pas, lui vendre n'importe quoi parce que c'est, il y a l'éthique dont tu parlais où c'est aussi important de le placer au centre de tout ça. Donc ouais, c'est très clair et aussi ça me fait juste penser, vu que tu as parlé de consentement, parce que tu évoquais la formation de Thomas, est-ce que tu peux aussi nous le définir pour les personnes qui nous écoutent? Mais la notion de consentement, à la base, on l'a vu, tu sais, apparaître plus, puis on a eu plus de conversations à ce sujet-là après le mouvement MeToo. Je pense que, tu sais, on peut le relier vraiment à ça. Moi aussi, je sais pas, en France, est-ce que c'était moi aussi ou c'était MeToo aussi quand même, C'était MeToo le également. hashtag? Ouais, OK, je n'étais pas certaine. Et mais on se rend compte que ça, on le fait dans d'autres domaines, de pas permettre à l'autre de consentir. Donc, tu sais, quand ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, une invitation Facebook qui vient avec tout de suite un message de prospection. La personne ouvre pas le dialogue, mais tout de suite, elle me dit « Ah, t'as l'air de ta-da-da, je pense que ça pourrait t'intéresser de rejoindre mon groupe. » Puis là, tout de suite, on tombe dans un pitch de vente. Tu sais, tout de suite, je suis comme happée dans un message auquel j'ai pas consenti parce que j'ai pas, je veux dire, nulle part est-ce que j'ai affiché que j'étais à la recherche d'un groupe Facebook ou que j'étais à la recherche, tu sais, j'ai pas nommé de besoin à cette personne-là. Et directement, on entre en mode conversion, essayer de convaincre l'autre. Dans des pratiques qui sont consenties, ben c'est est-ce que j'ai sa place à la personne de dire non? Si je prépare une vente puis que je veux envoyer des courriels dans mon infolettre, je peux proposer aux gens de dire est-ce que tu veux recevoir mes courriels de vente, oui ou non? Non, parfait. Coche cette case, je te mets de côté dans un segment de mon audience, tu les reçois pas. Fait que c'est est-ce que je laisse la possibilité aux gens de dire non, puis est-ce que je continue, même si j'ai pas un oui consenti, oui enthousiaste, ou si j'accepte le nom de la personne. Puis tu sais, consentir, c'est un oui enthousiaste. C'est ça la base. Donc, quand quelqu'un ne répond pas à un courriel, c'est non. On ne devrait pas avoir 3, 4, 5 relances. J'ai vu que ça pendant que j'étais en voyage. J'étais partie en voyage pendant un mois, c'est écrit partout sur mes profils, comme c'est dit, là, je suis pas disponible. Et j'ai eu le droit à 5 relances de prospection pour un service. Puis il a fallu à un moment donné que je dise à la personne comme je suis en vacances, tu sais. C'est sûr que ça m'intéresse pas ce que tu m'as proposé parce que ça fait 5 semaines que je suis en vacances puis que je reçois des relances malgré le fait que j'ai pas répondu. Mmh. Oui, ça donne même pas envie de traiter, avec cette personne parce qu'elle respecte pas tes limites, alors que tu les avais clairement énoncées. Oui, puis quand on est dans une pratique axée sur le résultat, ben on se demande pas ça parce que ce qu'on veut, c'est aller chercher, tu sais, des nouveaux abonnés ou aller chercher des nouvelles ventes. Donc, on se demande même pas, puis là, on caricature, mais tu sais, on se demande même pas comment l'autre va se sentir dans cet échange-là. C'est juste arriver à ses fins, si on veut. Et de toute façon, d'un point de vue comme long terme pour ton entreprise, c'est super néfaste parce que qui veut racheter, qui veut retravailler avec quelqu'un qui l'a fait sentir pas bien, tu sais, qu'on a ressenti de la pression, qu'on a ressenti que c'était pas un oui enthousiaste de dépenser notre argent pour un service, c'est certain qu'on n'a pas envie de reproduire l'expérience puis de revenir acheter de cette personne-là. Fait que c'est aussi de, tu sais, si on veut essayer de convaincre les personnes qui se disent oui, mais il faut quand même que je vende, mais il n'y a pas personne qui veut racheter après avoir ressenti ce genre de sentiment-là. Ouais, non, je suis d'accord et puis même, surtout si tu fais un oui, tu pas enthousiaste, même dans ta relation, commerciale, ça va pas être une vente très ouf parce que tu vas pas être impliqué, tu vas y aller un peu à reculons parce que tu sens qu'il y avait une pression sur toi potentiellement et c'est en fait, personne n'est gagnant, en fait, quand on fait, cette approche, bah
forcing, on va dire, pour pouvoir arriver à ses fins. Et après, je pense aussi que peut-être potentiellement les choses, elles évoluent parce que notre société, elle évolue et justement la place du consentement commence à avoir, son son espace dans la société. Il y a de plus en plus, de notre génération, surtout, hein, qui veulent concilier, vie pro, vie perso. Il y a le bien-être qui est vraiment mis au centre de tout ça et c'est vrai que ces pratiques sont vraiment, on va dire, à l'ancienne et à des années-lumière, du coup, de la santé mentale aussi, tout simplement, en fait. Oui, totalement. Puis tu sais, tout de suite quand je t'entendais, je me disais, c'est aussi le droit à la déconnexion. Tu sais, quand on répond pas à un courriel puis qu'on reçoit 4, 5 relances, mais attends, j'ai peut-être pas l'énergie en ce moment pour te répondre. On devrait pas avoir à, tu sais, dire à la personne stop si à la base on n'a pas demandé les informations qu'on se fait donner. Euh, Puis tu sais, c'est aussi de voir ça dans un moi, je travaille beaucoup avec la notion d'une entreprise pérenne, d'une entreprise qui va durer dans le temps. Puis quand on essaie d'avoir des résultats maintenant, mais souvent, il en faut parce qu'on a besoin d'avoir de l'argent, etc. Mais si on cherche à tout prix le résultat maintenant, le résultat à long terme, il est néfaste parce que, justement, les sentiments associés, tu sais, aux échanges sont négatifs. Les personnes ne vont pas non plus te référer, te recommander. Même si quelqu'un refuse, c'est quand on parlait exemple de prospection ou même si c'est juste par courriel, il y a des personnes qui n'achètent pas de nous, mais qui vont acheter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si elles se sentent bien dans la relation avec toi. Ouais, de ce que je comprends, il faut que la personne se sente aussi en sécurité, clairement dans cette relation et pas, se sentir, happée, être forcée, de répondre alors que justement il a le droit de la déconnexion et compagnie. Mais d'ailleurs, ça me fait penser quand tu parlais, ça m'a tout de suite fait penser au slowprenariat, où du coup c'est une pratique, pour essayer de mettre un peu plus, de bien-être, travailler moins mais mieux. Enfin je suis pas, une grande connaisseuse du slowpreneuriat. Je sais pas si toi tu en connais un peu plus, mais j'en avais entendu parler et je sais que c'est une tendance qui commence un peu à émerger et que, des personnes, aiment pratiquer. Ouais, ben moi, je te dirais que là, j'en ai parlé brièvement, mais cette année, j'ai commencé mon année 2024 avec un voyage de 4 semaines avec les enfants, vraiment sans travail du tout. Et j'ai vraiment mis du temps à revenir autant impliquée dans mon entreprise après, parce que justement, on dirait que j'avais tellement réussi à ralentir. J'ai lu 5 livres pendant 4 semaines, chose que, tu sais, Waouh! comme maman de jeunes enfants, je finis pas souvent j'ai pas souvent l'occasion de terminer un livre aussi rapidement. Et ça m'a fait réaliser justement que c'était puis je pense que ça rejoint beaucoup le sopreneuriat, mais c'est pas grave si mon projet aboutit pas demain, puis que c'est dans 2 mois, dans 3 mois. Tu sais, on dirait que c'est aussi de se débarrasser un peu de l'urgence. Puis c'est là où, tu sais, on parle de féminisme, mais tout est interrelié parce que au niveau de notre rythme de travail, de toute façon, c'est pas vrai que je peux maintenir le même rythme effréné de hustle culture ou peu importe pendant plusieurs semaines. J'ai besoin d'ajuster mon rythme à mon cycle hormonal, à mes cycles de vie. Donc, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi là, qui rentre, qui vient un peu, tu sais, comme relier tous ces sujets-là parce que je me rends compte que j'ai besoin d'avoir des semaines où j'ai 0 rencontre, des semaines où je prends plein de rencontres, des semaines où je développe des projets, des semaines où j'ai besoin de prendre une pause. Puis quand on est dans un mode d'entrepreneuriat où on veut, tu sais, résultat, résultat, maintenant, maintenant, ben, on se permet pas ça. Puis des fois, ben, à long terme, c'est pas soutenable de toute façon, là. Oui, surtout qu'en plus, en étant entrepreneur, entrepreneuse, c'est aussi d'avoir cette liberté qu'on n'a pas forcément, quand on est salarié, de pouvoir s'organiser comme on veut. Donc, c'est vrai que se mettre, une montagne de travail sans profiter, ça peut être un peu, dommage, même si après, bon, chaque personne, agit comme, elle entend, hein. Si une personne trouve ça bien de faire, 80 heures, par semaine, c'est son droit, c'est sa liberté. Mais, c'est vrai que moi, je suis aussi plus comme toi, je trouve ça aussi important d'avoir, du bien-être, dans ma vie, pour pouvoir concilier un peu, ma vie pro, ma vie perso. Et du coup, dans ce que tu nous disais, c'est que d'après ce que je comprends, tu apprends, à t'écouter et c'est super important et du coup, comment tu fais? Parce que tu parles aussi, que tu t'organises en fonction de ton cycle hormonal et je trouve ça hyper passionnant, cycle menstruel donc n'hésite pas à nous préciser comment tu fais, enfin comment tu arrives à ce cheminement-là, parce que oui, ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Oui, ben, au début, quand j'ai voulu commencer à intégrer vraiment plus mon cycle hormonal dans ma planification, là,
autant familial que dans l'entreprise, je me disais, je vais noter, tu sais, puis je suis mon cycle. Donc, je sais c'est chaque phase quand elle arrive. Puis, je me suis rendu compte que, étant donné que moi, j'ai un cycle qui est quand même court, là, qui est aux 25 jours à peu près, mais en fait, je peux même pas me baser sur un mois. Tu sais, je pourrais pas faire comme une planification mensuelle, puis faire comme OK, parce que ça bouge dans les mois. Mais j'essaie plus d'être à l'écoute des sensations que j'ai. Tu sais, fait que si, exemple, je me dis là, je suis vraiment tannée d'avoir des rencontres, ben, j'ai eu assez de rencontres. Clairement, j'ai besoin d'une pause, ben j'ouvre mon agenda puis je bloque. Je vais bloquer. J'ai fait ça encore la semaine passée. J'ai bloqué, je pense, une semaine complète sans rencontre parce que je savais que j'en avais besoin. Euh, donc, je pense que c'est aussi d'être plus connecté avec mon intuition, qui est aussi quelque chose qu'on nous socialise pas à écouter. En tant que femme, on nous socialise à rentrer dans un moule qui est, tu sais, la grosse machine du salariat, que ça soit même en entreprise, puis qu'on a de la misère à se détacher quand on devient entrepreneur parce que on a quand même été, tu sais, moulé à ça avec l'école, avec les emplois, etc. Mais c'est que ça nous déconnecte de notre intuition puis de c'est quoi vraiment nos besoins en ce moment. Fait que moi, c'est ça qui change, c'est que j'essaie vraiment d'être plus connectée dans mon corps. Il y a des signaux aussi que je vois au niveau, même si c'est, oui, il y a la fatigue, oui, quand je suis dans mes SPM, là, dans ma semaine juste avant, j'ai vraiment moins envie d'avoir des rencontres. Mais il y a aussi des belles forces parce qu'au niveau créatif, quand je suis en phase d'ovulation, tu sais, je peux m'entraîner plus fort, je peux créer plus. Les réunions me fatiguent pas, donc j'en profite. C'est ça, je pense que c'est juste d'accepter qu'il va y avoir des semaines où je vais faire 40 heures parce que là, j'ai l'énergie, puis il y a des semaines où j'en ferai 10, puis c'est correct aussi. Tu sais, c'est la permission de s'écouter que j'aimerais tout vous donner, en fait. C'est une très, très belle, permission, un très beau conseil que tu nous donnes et en fait, quand tu parles d'énergie, c'est vrai que ça me fait penser à plusieurs choses, bah, notamment que c'est important d'écouter déjà pour son énergie, savoir qu'est-ce qui nous en prend et qu'est-ce qui nous en donne pour pouvoir mieux, réguler, par la suite et autre chose qui me fait penser, pendant notre discussion, c'est tout ce qui est en rapport avec, l'énergie, féminine et énergie masculine. Après, j'en avais discuté avec une de mes invitées qui s'appelle, Héloïse Bouillou, justement sur le cycle menstruel, et elle me disait qu'elle aimait pas trop ces termes parce que d'un côté, c'est vrai, ça rattachait à des stéréotypes parce que l'énergie féminine, c'est plus être dans la prise de recul, de la réflexion, le temps pour soi et compagnie. Alors que l'énergie masculine, c'est plus aller dans la performance, aller Dans vite, l'action. exactement. Si tu pouvais faire des commentaires par rapport à ça, n'hésite pas. Non, mais moi aussi, j'ai beaucoup ces réflexions-là tu sais, quand on fait une dichotomie, justement, comme de cycle comme énergie féminine et énergie masculine. En ce moment, j'ai une lecture qui m'aide beaucoup comme dans cette réflexion-là. C'est, en français, le titre, c'est L'archétype de la femme sauvage. C'est de Clarissa, je t'aimerais dire. Clarissa Pinkola Estes, qui est dans le fond une docteure en sociologie, anthropologie, etc. Puis, ce qu'elle explique dans ce livre-là, c'est parce qu'évidemment, c'est vrai qu'il y a quand même des différences dans, au-delà de la socialisation, mais juste dans comment notre système est construit. On s'entend que notre cycle hormonal est fait sur une période de 25 jours. Un homme, le cycle hormonal est sur 25 à 28 environ. L'homme, son cycle hormonal est sur 24 heures. Donc, tu sais, c'est certain qu'il y a des différences au niveau de l'énergie là-dessus parce que les hormones se renouvellent aux 24 heures pour un homme. Donc, c'est facile d'avoir un horaire qui est répétitif, qui est tout le temps le même parce que c'est comme ça que son corps est. Le lendemain, son corps, il a fait une remise à jour puis il est prêt à repartir. Nous, c'est une semaine complète des fois qu'on a besoin pour recharger nos batteries, c'est différent. Mais ce qu'elle explique aussi, c'est que historiquement, si on regarde toutes les légendes qui étaient racontées avant qu'on commence à tomber dans des sociétés qui étaient vraiment plus patriarcales, les légendes qui étaient la transmission des savoirs, en fait, là, c'était tout le temps au niveau d'amener les femmes à connecter avec leur intuition, à reconnecter avec leur pulsion, que ça soit une pulsion de, tu sais, venir se reposer ou une pulsion d'aller vers l'autre, peu importe. Mais naturellement, on était vraiment très intuitive. C'est ça qui était raconté dans les histoires qui permettaient de transmettre tous les savoirs ancestraux. Puis les histoires ont évolué avec le patriarcat vers des histoires où on veut des bonnes petites filles, des
femmes obéissantes, des femmes soumises, on va le dire. Et ça l'a à quelque part éteint notre contact avec notre intuition, avec la femme sauvage. Elle appelle ça l'archétype de la femme sauvage, mais ça l'a éteint notre contact avec notre intuition parce que ce qu'on se fait répéter, ce qu'on se fait enseigner, c'est pas d'écouter, de reconnecter à soi, mais c'est d'aller embarquer dans un cycle de production qui est pas, qui correspond pas à nos besoins. Puis, tu sais, là, on est rendu vraiment loin dans la théorie, mais en même temps, tout se retrouve après dans ta gestion de ton entreprise parce que dans tes stratégies marketing, dans ton copywriting, etc., si tu respectes pas tes besoins, dans comment tu es confortable de vendre, dans les moments où tu as besoin de pause, ben on retombe dans un cycle où on s'épuise au lieu de s'énergiser, là. Oui, ce que tu nous dis, c'est vrai que si on s'écoute pas, c'est aussi comme ça, je pense qu'on peut plus facilement tomber dans tout ce qui est burn-out parce qu'il y a cette charge, qui devient trop lourde à porter et qu'en fait notre corps, c'est vrai, il nous envoie des signaux et en fait on c'est vrai comme tu dis, on ne sait plus les capter. Quand notre corps nous dit quelque chose, on sait pas l'analyser, on sait pas le décrypter et c'est vrai que ce que tu dis, c'est essentiel. Si on peut déjà ralentir et se baser sur ses sensations pour identifier, tout ça, déjà, c'est vrai que ce serait un grand pas en avant et c'est intéressant ce que tu nous dis, on va dire l'évolution qu'il y a eu, entre avant les sociétés patriarcales et après comment ça s'est mis en place et c'est vrai que j'ai l'impression que dans le monde de l'entreprise, en tout cas, on est vraiment dans une culture, de la performance, enfin même si, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, notamment avec tout ce qui est futur du travail, il y a des travaux là-dessus pour, atteindre un meilleur équilibre vie pro et perso, mais c'est vrai qu'on demande aux femmes, aux entreprises d'être aussi performantes, qu'un homme et ça se voit aussi, au retour d'un congé maternité, heu, en général, il y a pas grand-chose, qui est mis en place dans les entreprises et ce qui est dommage parce qu'une femme qui a donné, la vie forcément, elle est encore, différente, ou même, un homme qui devient parent, une femme qui devient parent, il y a des changements en fait, et la vie pro et la vie perso, elles sont quand même assez interconnectées et c'est vrai que je trouve ça dommage par moment qu'il y ait pas, de choses mises en place pour, concilier les 2 en entreprise. Donc c'est pour ça que c'est l'entrepreneuriat, je pense que c'est bien en tout cas pour essayer, de co-construire tout ça à sa façon, quoi. Mmh. C'est vraiment une belle opportunité parce que puis c'est ça, tu sais, on en revient à c'est pas de dire que maintenant les valeurs dans les entreprises évoluent beaucoup, je suis d'accord, avec toi là-dessus. On a une réalité différente aussi Québec-France. Tu sais, au Québec, on a quand même accès à un congé parental, pour la mère de 1 an, hem, ce qui est énorme. On est en retard pour les congés pour les familles homosexuelles puis tout ça là, tu sais, les familles qui ne sont pas traditionnelles, on est en retard encore, mais ça reste que ça permet vraiment une structure différente. C'est des congés qui sont partageables. J'ai des collègues entrepreneurs où ça a été 6 mois papa, 6 mois maman. Fait que c'est quand même un long congé parental qui permet ça. Mais concrètement, les nouvelles études sur le sujet au niveau de la matrescence, qui est le fait de devenir mère, c'est que c'est 3 ans de transition, en fait, autant au niveau de ton corps que de ta psychologie. J'ai pas les données pour les hommes, fait que je vais pas m'avancer, mais on le sait que pour une mère, c'est 3 ans de matrescence, ce qui veut dire qu'au final, c'est quand ton enfant aurait 3 ans que là, tu aurais fini cette phase de transition qui est un bouleversement là, dans ta vie, veux pas. Hem, Puis au-delà de, bon, là, on parle des parents, mais tu sais, même pour les non-parents, c'est de se dire qu'on est encore dans des structures d'entreprise puis dans des horaires aussi parce que même quand on est entrepreneur, entrepreneuse, on a tendance à reproduire les mêmes horaires de journée au début, je pense, veux pas, tu sais, c'est l'habitude. Ou c'est ça, c'est la notion d'un cycle de 24 heures. Et le mode de travail, les entreprises, tu sais, l'industrie a tout été bâti sur les personnes qui étaient au travail à l'époque et c'était des hommes qui avaient un cycle hormonal de 24 jours, donc qui, pour eux, c'est réaliste beaucoup plus. Après ça, avec la parentalité, où maintenant, autant papa que maman s'impliquent beaucoup plus, puis on a vraiment, tu sais, des partages de tâches plus égaux. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça que je vis. Ben, même mon conjoint, lui, a besoin de plus de temps à la maison et moins de temps au travail, a moins envie de rester plus tard, tu sais, veut terminer ses journées plus tôt pour arriver à la maison, pour être avec les enfants, veut prendre des congés quand il y a un enfant qui est malade. C'est pas que moi qui prends les congés, mais on est encore dans une structure où les entreprises sont pas toujours prêtes à recevoir le hey, mon enfant est malade, faut que je reste à la maison. Juste ça, tu sais. Puis même nous, quand c'est notre entreprise,
les mamans vont peut-être me comprendre, les papas aussi, on se sent coupable d'annuler une rencontre parce qu'on a un enfant qui est malade à la maison, mais c'est juste comme, ça, c'est normal, tu sais, c'est ça la vie. On se sent mal d'annuler une rencontre parce qu'on a une migraine, mais j'ai une migraine, c'est sûr que je vais pas faire une rencontre, techniquement, tu sais, c'est là où la place du bien-être change, mais on est encore un peu décalé entre ce qu'on veut puis ce qu'on a appris, ce qu'on a été socialisé à reproduire comme modèle, ce qu'on reçoit des autres, parce que c'est beau de dire qu'il faut qu'on mette nos limites, mais quand c'est pas reçu, c'est quand la limite est pas respectée de l'autre côté, ben c'est confortable de la mettre. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant, tout ce que tu nous dis. C'est vrai qu'en fait, on a tendance à vouloir être tout le temps productif et c'est vrai que ça me fait penser il y a toujours des milliers d'astuces pour être plus organisé, plus productif. Il faut soit sur internet, ça fait vr je sais pas si ça fait partie des top recherches, mais je pense que l'organisation, c'est vraiment et la productivité, c'est vraiment des sujets parce qu'on veut toujours être au top tout le temps. Et en fait, c'est pas possible, on est juste des êtres humains, on n'est pas des surhommes, des surfemmes, des surpersones parce que, bah, c'est la vie, en fait et c'est vrai que, la société, comment elle est construite, on est toujours tourné, vers la performance et pas bah, ça va sur tous les sujets, même, pas même tout ce qui concerne l'environnement et compagnie. C'est vrai que moi, ça me fait toujours mal au cœur de voir, tous les arbres, tout ce qu'on détruit pour construire, 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 alors qu'il y avait déjà beaucoup de construction, enfin, il y a des fois des choses qu'on peut optimiser, mais des fois c'est beaucoup plus facile de reconstruire par-dessus plutôt que se casser la tête à ça. Enfin, je, je vais un peu plus loin que le sujet, mais Mais tout est tellement relié, tu sais, je pense que ça fait un beau lien, oui, avec la notion de performance, parce que c'est l'exploitation, tu sais. Mm. On parle de patriarcat, mais même au niveau de la structure capitaliste, on parle quand même d'exploiter les ressources pour un maximum de profit. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'on essaie de... On peut pas juste dire, OK, là, maintenant, on prend soin de nous, mais continuer d'essayer de participer à un système qui veut qu'on achète plus puis tu sais, qu'on produise plus tout le temps, là. Mais oui, et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange dans ce modèle, capitaliste parce qu'en fait, il y a aussi une très, très mauvaise répartition, des ressources, je trouve, parce que, bah, du coup, enfin, j'avais vu des statistiques, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, je sais qu'on aurait suffisamment, de nourriture pour nourrir toute la planète. Mais en fait, les ressources sont mal réparties parce que, bah, du coup, on préfère jeter plutôt que donner. Enfin, je trouve quand même c'est toujours un truc assez dingue parce qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin et on veut pas les aider parce que, bah, ça rapporte pas d'argent donc on s'en fout. Enfin, je trouve que c'est quoi cette mentalité? C'est hyper individualiste et je trouve aussi, que le capitalisme, c'est ça aussi qui a détruit la planète. En 50 ans, tout a été ravagé alors qu'avant, elle se portait beaucoup mieux. C'est assez dingue. Oui, puis c'est comme, on peut pas renier, hem, tu sais, moi, c'est quelque chose avec quoi j'ai eu de la misère à me réconcilier au début en lançant mon entreprise parce que justement, tu sais, on on met le pied dans le système quand même, veut pas, à moins d'être autosuffisant sur une ferme, puis on fait partie de ce système-là où on contribue à l'économie, puis tu sais, fait comment je participe à l'économie sans avoir l'impression que je suis en train d'entretenir un système auquel je crois pas forcément. Puis je pense aussi que c'est des réflexions qui, tu sais, si on essaie de connecter un peu toutes les choses ensemble, qui viennent aussi rentrer en conflit quand on devient en mode, OK, là, j'ai une entreprise, je dois générer un profit, tu sais, je veux faire de l'argent, je veux trouver des clients à qui offrir mes services et avoir une rémunération intéressante parce que on vient en conflit de valeurs avec je veux pas non plus, tu sais, vendre à tout prix. Oui, je veux vendre, mais je veux pas vendre à quelqu'un qui peut pas se le permettre pour vrai. Tu sais, on rentre aussi justement là-dedans dans euh, la psychologie de la vente, pas juste pour l'autre, mais pour nous, comment je me sens quand je suis en position de vente dans mon entreprise. C'est comment je fais pour vendre mes services en me sentant à l'aise et pas en ayant l'impression que je contribue à un système auquel je crois pas ou auquel je veux pas donner toutes mes ressources non plus, là. Oui, je reconnais tout à fait, ce que tu dis, parce que ça me fait clairement penser que, bah, déjà l'argent, ça a toujours été quelque chose de tabou et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le syndrome de l'imposteur, qui ont du mal aussi à se mettre en avant et à vendre, parce que c'est des croyances à déconstruire et c'est vrai que c'est un cheminement qui est vraiment pas évident, faut le commencer. Et du coup, toi, ce serait quoi tes conseils pour, déconstruire, bah, les croyances au rapport de l'argent, syndrome de l'imposteur? Je sais pas si tu l'as déjà ressenti, donc je me dis pourquoi pas aborder ce sujet. Mhm. Ben,
dans le fond, il faut en parler parce que quand tu veux vendre tes services, il faut faire un travail, je pense, vraiment au niveau de réconcilier notre relation à l'argent, surtout si, tu sais, je prends un exemple, moi, quand je suis revenue de mes vacances de 4 semaines avec la famille, on est allé au Costa Rica, on était en voyage, on était, tu sais, complètement déconnectés de justement toute la vie qui va vite et tout ça. Je me suis dit, mais je peux pas juste vivre ça une fois dans ma vie. Tu sais, je veux qu'on puisse se permettre ça à répétition. Là. Je veux plus de ces moments-là. Je veux moins de moments où j'ai l'impression qu'on court pour aller reconduire les enfants à la garderie, qu'on court pour préparer les repas, qu'on court pour, tu sais. Mais pour ça, ben, ça prend des ressources. Puis les ressources qu'on a besoin, souvent, c'est des ressources financières. Fait que je pense qu'une des premières choses à faire, c'est vraiment de remettre la vente pour ce que c'est réellement. OK? Donc, sortir de l'idée de comme j'essaie de convaincre quelqu'un absolument d'acheter de moi et de revenir dans une notion d'échange. C'est juste que dans cet échange-là, c'est de l'argent contre un service ou de l'argent contre un produit, mais ça reste un échange dans lequel les deux parties sont gagnants. T'sais, si on en revient à ça, on s'enlève une couche de culpabilité de dire comme « Ah, mais je peux pas mettre ces prix-là » ou « Je peux pas relancer la personne » ou tu sais, puis on vient vraiment dans le « Moi, j'ai une valeur à offrir qui peut être utile à cette personne, donc on va avoir une conversation, donc je vais créer du contenu, donc je vais mettre de l'avant ma page de vente, je vais grossir mon infolette, peu importe les stratégies qu'on choisit, pour offrir de la valeur aux gens contre de l'argent. Tu sais, c'est vraiment, il y a comme une déconstruction au niveau de c'est quoi de vendre pour se permettre ça. Parce que sinon, on tombe dans des entreprises qu'on a créées pour nous, mais que finalement nous servent pas du tout parce qu'on retombe dans le même modèle de pas être comme à la tête de l'entreprise, mais d'être au service de notre entreprise. Puis c'est pas pour ça qu'on choisit l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est pas pour servir les autres, mais pour servir nos ambitions à nous en premier, je pense. Ouais, complètement. Mais d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait penser que oui, c'est vrai qu'en fait, la vente, en fait, c'est juste une connexion entre 2 êtres humains, tout simplement. Et et comme tu dis, c'est important de déconstruire, cette relation et que c'est juste, voilà, tu beaucoup de valeur ajoutée donc bah, c'est normal, que tu sois rémunéré en conséquence. Après tu peux faire du contenu gratuit pour te faire connaître et compagnie, mais c'est sûr que si tu veux faire un vrai accompagnement ou si tu veux vraiment, pousser, bah, par exemple le copywriting, hem, écrire les articles de tes clients, clientes, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, donc le temps en fait, je pense que c'est ça. Notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse et oui, on donne notre temps contre de l'argent puisque malheureusement, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, ce serait trop beau. Non, c'est ça. Je pense que c'est dans le fond, tu sais, c'est s'autoriser aussi à avoir ces réflexions-là puis à en parler parce que, ça fait pas si longtemps qu'on se donne juste la permission en tant que femme d'aller comme accéder à plus de richesses sans la culpabilité qui vient avec le fait de justement, tu sais, accumuler plus de richesses. C'est pas encore des sujets qui sont assez discutés. Quand on parle de finances aux femmes, j'avais déjà vu, là, je me rappelle pas exactement la source, mais que c'était dans le fond, on montrait les sujets des articles dans la section finance dans des revues féminines versus masculines. Puis les angles utilisés sont complètement différents. Les femmes, on va leur apprendre à dépenser moins, à budgéter, à restreindre, à diminuer les excès. Puis on enseigne aux hommes à investir, à aller trouver des nouvelles façons d'aller chercher de l'argent, puis tout ça. Fait que, tu sais, on reste dans... Oui, là, ça évolue, mais il faut pas oublier qu'on a grandi dans ces eaux-là, tu sais, qu'on a baigné dans un système où c'était pas encore ça qui était valorisé. Puis on est quand même aussi dans une société où en ce moment, il y a plusieurs générations qui se côtoient sur le marché du travail, en entreprise et tout ça. Donc, on peut aussi se heurter à des générations différentes. Moi, j'ai 31, fait que je suis comme au milieu où je peux avoir un choc générationnel des deux côtés. Puis des fois, ça fait que justement, tu sais, on a de la misère à se réconcilier avec l'action de vente parce qu'on fait face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes idéaux, qui n'a pas les mêmes pensées. Fait que c'est ça, il y a vraiment des conversations qu'il faut continuer d'avoir pour déconstruire ça, puis que ça devienne un sentiment le fun de, tu sais, comme je disais, j'ai de la valeur à offrir qui va être rémunérée, puis ça va être le fun autant pour moi que pour ma cliente. Moi, je l'ai vécu vraiment, plus j'ai affirmé mes valeurs, tu sais, on l'a dit au début, copywriting féministe, mais plus j'ai ces conversations-là dans mon audience,
dans mon infolettre, peu importe, plus les clientes avec qui je travaille sont contentes de me donner de l'argent. C'est pas... Il n'y a pas de sentiment de... Oui, on s'entend, tu sais, dépenser ses sous, ça fait tout le temps un petit... ça pince, là, ça fait mal un peu, mais il n'y a plus le sentiment de douleur de dire comme « Ah, zut, c'est yes, je m'offre ça », puis rendu là, il n'y a pas de culpabilité de mon côté d'être rémunérée à ma juste valeur parce que les personnes qui travaillent avec moi sont heureuses de ça. Mais là, c'est sûr que ça sonne utopique dans le sens où je me dis, tu sais, quand tu commences ton entreprise, tu dis oui, c'est beau, mais à un moment donné, il m'en faut des premiers clients. Fait que si on veut donner un autre conseil ou une autre clé pour aller vraiment chercher ça, là, cette valeur-là dans nos services, puis être confortable de vendre à notre prix, d'être capable aussi de trouver notre sécurité financière, ça fait une énorme différence. Quand on est dans un espace dans notre entreprise où il y a pas de sécurité, on n'a pas de sécurité financière si on fait pas de vente ou si on n'a pas des mandats récurrents déjà, ben ça va être difficile d'aller retravailler ses prix, même juste d'être confortable dans une relation de vente parce que tu es dans une relation où tu as tellement besoin de cet argent-là que sinon, il y a un stress qui arrive. Fait que, tu sais, c'est aussi comment est-ce que je peux sécuriser, moi, mes finances assez pour que j'ai plus l'impression que c'est make or break. Tu sais, que si je fais pas cette vente-là, je me retrouve dans une situation précaire. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait vraiment une grosse différence d'avoir un revenu d'appoint, peu importe, tu sais, d'avoir aussi des économies, mais d'avoir une structure dans laquelle je vais pas m'effondrer si je fais pas cette vente-là. Ça aide énormément à avoir une relation plus le fun puis plus légère quand on a à vendre ses services à quelqu'un. Oui, par rapport à tout ce que tu nous dis, c'est vrai que je vais rebondir sur plusieurs points parce que notamment, quand tu disais que ça fait pas longtemps qu'on nous donne la permission et c'est vrai que c'est assez, dingue quand on y repense. Ah, je vais donner le chiffre en France, que je sais pas trop, où ça en était en Québec, mais de mémoire, c'est seulement en 1965 que les femmes en France peuvent ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari et c'est vrai que c'est dingue de se dire que c'est si récent au final dans toute l'histoire, du monde. C'est rien du tout, c'est une poussière et du coup, enfin, on a vraiment, de la chance, clairement on est chanceuse, de pouvoir, ouvrir un compte bancaire sans autorisation d'un mari. Après, chanceuse, malheureusement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde dans tous les pays et qu'il peut toujours avoir des déviances économiques, assez violentes pour les femmes. Mais pour revenir à ce que tu disais, que c'est vrai qu'on apprend aux hommes à investir et pas aux femmes et du coup, c'est vrai que ça se ressent aussi et alors que les femmes, de ce que j'avais lu dans des études, faut aussi que je retrouve, mais en gros, une femme, elle va investir moins, on va dire, mais mieux parce qu'elle va investir en fonction de ses valeurs, de sens qu'elle donne, bah, un peu comme toi avec tes clients qui nous dit que, il y a aucun souci, pour qu'elle te rémunère de service et toi non plus ça te fait aucun souci parce que justement toutes les 2 vous avez trouvé du sens dans cette relation et je pense que c'est ça, trouver du sens dans ce qu'on fait, forcément que ça a plus d'impact et tu vas plus te diriger vers ce genre de choses et d'ailleurs en parlant de finance, je sais que, je connais l'entreprise, Femca, qui a été fondée par Hélène Gerby et Melvin Duvaux, qui justement apprend aux femmes à investir, leur argent pour avoir plus d'impact et de pouvoir dans leur vie. Donc je trouve ça hyper important de valoriser ce genre d'initiative puisque, il en faut de plus en plus pour permettre aux femmes de prendre l'espace qu'elles méritent, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a un pouvoir associé, là, comme on peut pas renier que dans notre système actuel, ça nous donne un certain pouvoir d'avoir les moyens financiers, là. Que ça soit pour soutenir les causes qu'on veut, que ça soit pour avoir la liberté de restructurer son horaire, de, tu sais, liberté de temps, peu importe. Il y a un pouvoir qui vient avec ça. Puis c'est prouvé, là, qu'on est des meilleures investisseuses en plus. Comme les investissements faits par les femmes performent mieux parce qu'on est plus patiente avec nos investissements aussi. J'avais lu ça, je peux pas retrouver la source, mais souvent, on va pas... Puis c'est vrai, nous, notre profil d'investisseur à la maison, c'est ça, c'est que mon conjoint va surveiller vraiment souvent les fluctuations. Puis moi, je place, puis je suis comme, c'est beau, c'est pas pour maintenant, c'est, tu sais, donc ça permet puis il y a moins d'impulsivité dans les décisions aussi parce que je laisse les choses travailler. Mais c'est des statistiques qui ont été calculées là-dessus. Puis, tu sais, au niveau aussi de, dans le fond, la relation qu'on peut avoir avec les gens, ça change beaucoup parce que justement, tu sais, quand on est capable de rentrer dans cette relation-là avec l'autre au niveau de la vente, comme tu disais, comme j'expliquais, ça,
ça permet aussi une durabilité dans les services où on a des clients qui sont récurrents. C'est de s'autoriser aussi de le faire à notre façon. Ça permet ça, d'avoir des clientes qui travaillent avec nous pendant plusieurs années, non pas juste une fois, puis après ça, c'est terminé. Là. Oui, c'est important d'avoir, des partenariats, des clients sur le long terme, en termes de relations, parce que, bah, pour tout le monde, en fait, c'est gagnant, parce que, les 2, tout le monde sait comment travaille l'autre, connaît la qualité du travail. Donc c'est vrai que c'est un échange gagnant-gagnant et puis même, il y a la relation sociale, ça se fait aussi je pense, si jamais à mon avis il y a des personnes qui hésitent entre 2 personnes, je pense que c'est vrai que ce qui peut aussi aider à la décision, c'est le feeling que tu peux rencontrer avec la personne, parce que c'est important je pense d'avoir un bon feeling avec qui tu travailles parce que, bah, c'est humain en fait, on se connecte avec des gens, qui on a des valeurs, enfin idéalement, des valeurs similaires, un caractère, une personnalité similaire si possible. Enfin, je pense que ça a de l'impact, également dans ce genre de situation. Ouais, puis tu sais, quand on s'autorise justement un marketing puis un copywriting qui est féministe, mais ça permet ça parce qu'on est capable de transmettre ça dans notre contenu, dans notre approche, dans notre façon de communiquer avec les autres. Puis ça, c'est des gestes qui sont payants à long terme pour notre entreprise parce qu'on se bâtit justement une communauté au lieu de juste aller chercher des mandats. Puis tu sais, c'est des fois, c'est vraiment la transition qui peut faire peur. Tu sais, moi, j'ai accompagné des clientes où l'entreprise générait déjà des profits, etc., mais qu'il n'y avait pas nécessairement un positionnement où on communiquait sur les valeurs, on parlait vraiment de comment nous, on voulait travailler, on affirmait moins, dans le fond, notre identité. Puis on peut rester comme ça longtemps parce il y en a des personnes qui veulent juste quelqu'un qui va faire le travail puis qui se pose pas de questions puis qui ont envie aussi, à la limite, d'avoir quelqu'un qui va être plus malléable dans son approche. Euh, mais tu sais, c'est là où on se retrouve dans une posture d'employé, même dans notre propre entreprise. Mais quand on embarque dans ce cycle-là où je me connecte à moi, je communique sur c'est qui moi, puis c'est quoi mes valeurs, puis comment moi je travaille, puis pourquoi, ben la roue, elle commence à s'enclencher de j'attire les personnes qui ont le goût de ça. Puis éventuellement, ben c'est comme c'est ça qui. Là, je répète là, l'entreprise pérenne, mais c'est ça les bases qui font qu'on a des entreprises durables, les femmes, puis qu'on est capable d'avoir du succès en entrepreneuriat. Puis les hommes aussi, quand ils se connectent à leurs valeurs, mais c'est juste que souvent, en tant que femme, on est moins confortable de le faire dès le début. On a été habitués à être des objets de désir, des objets qui doivent plaire. Donc, c'est plus difficile de dire, OK, mais moi, qui je suis, puis moi, comment je veux travailler, puis moi, c'est quoi les projets qui m'allument. Parce que on en revient à l'argent, je veux avoir de l'argent, je veux que ça fonctionne. Mais plus que je sors de ce cycle-là, puis que je reviens dans moi, ce que je veux, puis dans mon intuition, puis que je fais des projets qui m'allument, plus que j'attire aussi ça, tu sais, puis que je peux un peu sortir justement d'un cycle où j'ai l'impression de travailler pour mon entreprise et non pas de qu'elle serve mes ambitions, mes buts à moi. Mais en fait, pendant tout ce que tu me disais là, ça me faisait clairement penser, au personal branding, hem, pour, bah, attirer à soi ce qu'on mérite, ce qu'on a envie, de dégager et ça me fait clairement penser à Geneviève Gauvin parce que pour le coup, elle est enfin son personal branding, il est ultra fort, elle est enfin j'adore comment elle quand elle parle et tout parce qu'on sent qu'elle met vraiment, ses valeurs au sein de sa vie, de son business et je trouve ça vraiment puissant et en fait ça donne même, de la confiance, de la crédibilité parce que tu as envie de te connecter à elle, parce que tu te dis: «Ah ouais, mais en fait elle est comme moi, c'est trop bien». Donc ouais, le personal branding, c'est vraiment quelque chose de très fort, donc ouais, ça me faisait penser à ça clairement. Oui, mais oui, c'est super fort. Puis des fois, je pense que ça a pas l'air aussi accessible quand on voit des personnalités comme Geneviève Gauvin, que tu sais, c'est flamboyant, puis que c'est une personne qui est très assumée, effrontée, pour reprendre le nom de son podcast. Mais tu sais, il y a ce côté-là où justement, tu te dis, OK, là, je vois des personnes comme ça. Puis, ben, d'un, des fois, on n'est pas confortable d'aller aussi loin dans notre branding au début. Mais je pense que si j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui soit retenu dans le fond à ce sujet-là, c'est que ça devient plus facile. C'est plus on le fait, plus ça devient plus facile. Puis au début, ça commence avec des contenus un peu plus engagés, si c'est ça, ou des contenus à saveur humoristique, si c'est ça qu'on a le goût de faire. Ou,
des contenus moins critiques parce que nous, on n'aime pas critiquer puis on a le goût d'être dans la positivité puis dans le, tu sais, mais des contenus qui nous ressemblent davantage que juste, OK, c'est ça qui marche comme contenu en ce moment. Mais ça crée aussi un momentum où plus j'en fais, plus je reconnais, tu sais, plus je trouve mes personnes puis les personnes qui connectent avec moi me trouvent et plus j'ai de la confiance pour aller encore plus loin dans ces zones-là de ma personnalité. Tu sais, puis c'est comme une permission, le fun à se donner. Parce que justement, ça découle des mandats plus tripants. Puis tu l'as dit, on le reconnaît. Quand on reconnaît les gens à leur personnalité, à leur valeur, bien, on a le goût. Fait que le travail aussi de vendre, il est beaucoup plus avancé parce que j'ai déjà l'impression que je connais la personne. Je sais déjà c'est quoi ses valeurs avant même de regarder ses services. Je sais comment elle travaille. Fait que tu sais, c'est comment mon marketing peut servir ça. Ben, c'est avec, oui, le positionnement personal branding, puis c'est avec une bonne dose de se donner des permissions, vraiment, d'être plus soi puis moins dans un cadre. Mmh. Oui, je crois même que clairement être soi, je pense que c'est vraiment une quête de toute une vie d'apprendre à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir, enfin, parce qu'en fait ça va changer en fonction, des périodes et en fait c'est un trésor intérieur que je pense qu'il faut, explorer parce que la quête de soi c'est à la fois merveilleux, enfin on peut être tous et toutes différents, avoir, des opinions politiques différentes, avoir, des valeurs, différentes et en fait mais je pense qu'on a toujours, tout être humain a toujours quelque chose à s'apporter à l'autre parce qu'on est en soi unique et je pense que c'est hyper important de valoriser, bah, notre unicité, je sais pas comment ça se dit? C'est unicité. Unicité, merci. Non, mais ça m'arrive aussi. Mais oui, ah oui, tellement. Puis c'est en même temps, c'est quelque chose de beau de se dire que ça nous permet d'aller chercher, tu sais, des clients intéressants, des clientes, des partenariats, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, notre entreprise devient un peu aussi un outil pour notre développement, notre épanouissement. Puis, tu sais, tout est relié dans le fond parce que moi, j'ai réalisé que mon entreprise, en plus, je l'ai fondée pas mal comme après mes enfants, dans ma matrescence, vraiment dans ce point tournant où tu redéfinis, puis il y a plein de choses que tu jettes, puis que t'es comme ça, c'est plus moi, ça, c'est moi. C'est quand même une crise identitaire en soi, là, devenir parent. Ou en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, puis je pense que je suis pas la seule. Puis là, tu te retrouves avec ça, ton entreprise, où là, tu peux faire tes propres règles, tu peux créer, puis encore là, tu sais, on le redit, il y a le piège de dire comme, OK, mais là, il faut que je fasse de l'argent, donc je vais comme rentrer dans un moule pour suivre, mais là, je m'épuise. Mais de se donner la permission de dire comme, OK, attends, comment je veux le faire, c'est quoi mes règles, comment, tu sais, c'est qui je suis moi, puis qu'est-ce que je veux mettre de l'avant, mais ça permet. Est-ce que je l'aurais fait si j'étais restée. Moi, j'étais enseignante avant, là, j'étais dans les écoles. Est-ce que j'aurais eu autant cette transformation-là? Peut-être pas, parce que j'aurais pas eu besoin de autant communiquer sur moi, autant comme bâtir un peu le personnage qui est Maud Lamont comme entrepreneur. Oui, clairement, dans ce que tu me dis, je suis tellement en phase, avec toi, c'est que clairement être entrepreneuse, entrepreneur ou être parent, même si je le suis pas encore, c'est clairement du développement personnel, à l'état pur, en fait. Parce que tu es confronté à toi et même, enfin, du coup, tes entreprises, c'est tes propres règles, bah, tes enfants, c'est tes enfants, donc c'est ta propre éducation. Donc c'est des sacrées responsabilités qui reposent sur nos épaules, en fait, et on veut transmettre un maximum, de la bonne manière, même si des fois c'est sûr qu'on est des humains, il y a des loupés, et cetera, mais l'important c'est de rebondir et pas et puis un échec c'est fait pour, apprendre en fait, tout simplement. Ouais, moi je dis tout le temps ça. On en avait eu déjà. Je m'étais déjà fait poser la question, tu sais, c'est quoi pour toi un échec en entreprise, en business? Puis j'étais comme, un échec, c'est quand t'apprends pas. Parce que des erreurs, des obstacles, on en rencontre tout le temps. On, on tombe, on se fait mal. C'est comme ça dans la vie, c'est comme ça en entrepreneuriat, c'est comme ça comme parent. Euh, Puis tu sais, je pense que pour faire la relation avec justement la parentalité et l'entrepreneuriat, puis tout ça, ce qui est intéressant aussi, c'est parce qu'on veut tout le temps, tu l'as dit, c'est comme c'est une grosse responsabilité, puis c'est la même chose avec l'entreprise, puis on s'en met, on est bon pour se mettre des grosses responsabilités sur les épaules. Mais les études ont démontré que les meilleurs parents, les enfants qui avaient comme une meilleure expérience avec leurs parents, c'était les parents, en anglais on dit good enough, mais juste assez bon.
Fait que, tu sais, le parent perfectionniste qui veut tellement trop le meilleur nuit autrement. Souvent, ça génère beaucoup d'anxiété, etc. Le parent désengagé va nuire aussi pour d'autres raisons. Mais le parent qui est juste comme, hey, je fais mon gros possible avec tout l'amour que j'ai, puis des fois, je me trompe, c'est le meilleur parent. Puis je pense qu'on dans la vie en général, on devrait appliquer ça. Tu sais, je pense que pour une entreprise aussi, quand je tombe dans je veux tellement offrir le meilleur service ou je veux faire la meilleure page de vente ou je veux faire le meilleur site web, ben je retombe dans le problème où premièrement, je vais peut-être juste rien faire parce que je vais être trop dans mon perfectionnisme. Deuxièmement, je vais pas avancer autant parce que je vais pas, tu sais, me mettre dans l'action parce que je vais être trop pris dans le bien faire puis l'optimisation puis d'aller chercher le meilleur résultat possible. Quand on se permet d'être juste assez bon, je pense que c'est là que partout, tu sais, on se donne une meilleure possibilité, en tout cas, de s'épanouir que d'essayer de performer partout. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ce que je retiendrais, ce serait qu'il faudrait être plus bienveillant et bienveillante avec soi-même. J'avoue que j'aurais aimé encore continuer cette conversation, mais là, on va se diriger, vers la conclusion puisque, le temps passe. Mais oui, j'ai vu, ouais. En tout cas, oui, hyper enrichissant comme conversation, bah, comme avec tous les invités de Matrimoine Féministe pour le coup, c'est toujours de la valeur, ajoutée à l'état brut, donc j'aime trop. Dans les dernières questions, bah, du coup, ce serait quoi ton mot de la fin? Je pense que j'ai envie de donner à tout le monde l'autorisation de se connecter à son intuition dans dans sa vie puis dans son entreprise au lieu d'essayer de faire comme il faut. Hem, Puis de retenir que c'est dans la relation avec l'autre qu'on a des ventes éthiques et que le féminisme, c'est un outil de plus pour te permettre ces autorisations-là qu'on se donne pas. Tu sais, c'est là où tout est relié ensemble. Ouais, ça conclut vraiment bien, tout ce qu'on a pu échanger, aujourd'hui, donc merci pour cette conclusion. Du coup, je vais passer avec les toutes dernières questions. Toi, qui sont tes rôles modèles? Hem, En entrepreneuriat, Alexandra Martel, qui a été ma formatrice et mentor par le coup, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un qui m'aide aussi à me donner ces permissions-là. Tu sais, je pense qu'on a besoin de voir autour de nous des gens qui font les choses différemment pour se donner ces permissions-là. Et sinon, mon père est entrepreneur depuis, ben plus maintenant, mais il a été entrepreneur toute sa vie, puis c'est quelqu'un qui est, hem, extrêmement sage, puis qui, au Québec, on dirait, il se casse pas la tête, mais il se prend pas la tête. Donc, dans les moments où, exemple, j'ai des situations difficiles à gérer avec des clients, clientes, parce que ça arrive, là, même si on veut pas, ça arrive. C'est la personne qui me ramène dans comme le plus de simplicité puis la façon la plus douce de gérer ça. Fait que je pense que c'est les deux personnes. Ah, trop mignon. Bah, après, Alexandra, c'est grâce à elle, qu'on a cette conversation aujourd'hui, donc merci Alexandra. Et également, ton papa, c'est vrai que, bah, c'est super qu'il t'aide à relativiser, dans les situations et de prendre du recul, car c'est important d'avoir des personnes, complémentaires avec soi-même, pour pouvoir avancer, je valide. Oui, puis c'est quelqu'un qui est pas de son temps. Il est né en 1960, mais mon père, dans sa chambre à 18 ans, il avait écrit en gros La femme est l'être supérieur. Là, on a des photos de ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai un papa aussi féministe. Fait que ça change beaucoup de choses. Ah, Je c'est veux trop bien. pas. C'est un beau privilège. Oui. J'avoue, trop bien l'éducation, que tu as dû recevoir. Oui. Et du coup, dans la suite des questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Pour se donner plus de permission dans le marketing, aller vers un marketing plus féministe, engagé, ben il y a mon podcast Sauvagement sincère, qui est super intéressant où on parle justement de l'expérience entrepreneuriale au féminin. Il y a l'ambition féminin aussi de Tatiana Saint-Louis. J'aime beaucoup de podcasts, moi, en ce moment. Je consomme beaucoup de podcasts. Et sinon, dans les livres, on a parlé du personal branding. Là, donc, il y a... je ne recommanderais pas Women Who Run with the Wolves en anglais. Là, l'archétype de la femme sauvage est un peu plus complexe en anglais. Mais d'aller lire sur les archétypes de marque, c'est vraiment intéressant pour réfléchir à son personal branding d'une façon plus proche de nous. En fait, c'est qu'on tu vas le comprendre mieux
que juste en te faisant dire comme oui, mais c'est important, c'est important. Parce que là, on associe ça à des personnages puis à vraiment des entités extérieures à nous. C'est plus facile. Super, bah, merci pour ces conseils. De toute façon, je mettrai, alors pour tout ce qui est conclusion, j'avoue que je mets, les liens dans la description et de toute façon, je mettrai aussi tes liens à toi pour que les personnes puissent, venir te contacter, échanger, ou potentiellement aussi intervenir dans ton podcast, hein, qui sait, hein, sait-on jamais, ça peut être sympa. Oui, on est toujours à la recherche d'invités intéressants. Vive les podcasts, je valide. Même si, je sais, à peu près ce que tu viens de me dire par rapport à ça, mais que signifie le féminisme pour toi? Je sais que pour toi, le féminisme, c'est se donner l'autorisation, mais si tu veux compléter, ces propos, n'hésite pas. Mais pour moi, le féminisme, ça commence par prendre conscience que notre socialisation de genre a un impact sur notre façon d'entrer dans le monde, d'entrer en contact avec les autres, puis qu'il y a moyen de faire mieux pour qu'on arrive en société un peu plus toutes égaux et égales dans notre expérience. On peut pas tout changer, on sera jamais tous égaux, mais pour moi, c'est une façon de ramener un peu plus d'équitabilité dans nos systèmes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut, de l'équité et de l'égalité, pour faire changer, les choses. Parce que, par exemple, c'est penser directement, bah, aux femmes qui ont les règles, bah, les hommes n'ont pas leurs règles, donc il faut de l'équité. Il peut pas avoir de l'égalité dans ce sujet-là. Bon, bien sûr, après, il y a de la différence. Enfin, comment dire? Les personnes trans et cetera, je pense, sont aussi, dans enfin, il faut aussi de l'équité pour, ces personnes-là également, mais ouais, équité, égalité, je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est la notion de dire comment est-ce que nous, en tant que société, on peut offrir un système de chances plus égal. OK, on ne se rendra pas à des chances égales, mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se rapprocher d'un système qui permet plus d'opportunités pour tous et toutes? Ce serait merveilleux, mais en tout cas, on contribue, par, ces échanges, par ce qu'on fait, enfin, on peut tous et toutes apporter sa propre graine, son propre cheminement, son propre combat, à une société plus juste et égalitaire et meilleure, tout ce qu'on veut. Totalement. Et du coup, ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Ah! Là, mon problème, c'est que j'essaie de trouver comme le meilleur complément parce que je sais pas qui y a eu d'autres comme invités. Mais si je fais ça de façon plus simple, je pense que je verrai ma collaboratrice Jessica Girard, qui est au niveau système, gestion de processus, management. C'est une personne qui est vraiment inspirante, qui est mon penchant cartésien pragmatique, et que ça serait un bon complément parce que on a parlé d'intuition, etc. Puis elle pourrait venir te parler de pragmatisme dans une entreprise qui est quand même vraiment essentiel pour une entreprise pérenne. Trop bien, oui, vous êtes complémentaires, bah, ce serait avec plaisir, de faire, passer, Jessica à mon micro. Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup pour cet échange, c'était passionnant, c'est passé très vite. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je suis sûre que vous avez appris plein de choses et en tout cas, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Merci! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!